L'interview de Nigel Carnet, des gris, des clones, des nanorobots, de la terreur et des hommes. Avertissement, cette interview s'est déroulée dans des conditions très particulières. Nigel Carnet est en fait pratiquement injoignable physiquement tout d'abord, parce qu'il vit pour l'instant dans le fin fond d'une jungle de l'Asie du Sud-Est, complètement investi dans un projet humanitaire, qui a pour but la construction d'un hôpital de brousse pour les populations indigènes. D'autre part, l'intéressé avoue ne pas aimer se retrouver mis en lumière à l'avant-scène médiatique, préférant de loin faire s'exprimer ses idées via des livres, ou des articles que sa personnalité via des relations publiques. Il refuse donc généralement les interviews. Ensuite, selon ses collaborateurs avec lesquels nous sommes entrés en contact, suite à l'apparition du livre qui nous intéresse, de Song of the Grey, Carnet, marié et père de plusieurs enfants, craint encore aujourd'hui pour sa sécurité, et la sécurité de ses proches, puisque juste après la publication du livre en question, il a reçu 4 menaces de mort tout à fait sérieuses et crédibles. Nous avons donc procédé par des envois de mails, qui passaient par ses fameux collaborateurs, qui ont eu la gentillesse de jouer le rôle d'intermédiaire, et qui lui ont fait parvenir apparemment, dans des conditions rocambolesques nos questions. Carnet, là où il travaille n'est pas directement relié au web. L'intéressé ne tient donc pas, tant pour des raisons de sécurité, que de concentration sur sa tâche, que l'on identifie pour l'instant l'endroit où il se trouve. Quant aux réponses aux questions, Nigel Carnet voudrait qu'elles soient perçues comme des réponses collectives. En effet, certaines questions ont été traitées par Carnet lui-même, certaines autres par le docteur Andrew Silverman, un docteur en médecine qui semble aussi passionné que Carnet du sujet, ou encore par James Watson, qui nous a gentiment servi de premier interlocuteur. Tous, avec l'épouse du docteur Silverman, ont aidé Nigel Carnet à rassembler la foule de documentation qui a été nécessaire à la rédaction de l'ouvrage, publié en 1997 aux éditions Odeon Stockton, New English Library. Sachez enfin que le prochain ouvrage So, You Believe There Is No God de Nigel Carnet, qui se veut la suite de cette recherche originale sur le phénomène extraterrestre, est en passe d'être publié. Selon les dernières nouvelles, Carnet y met la dernière main, et est en négociation avec différents éditeurs pour trouver celui qui lui donnera la plus large diffusion, Carnet n'ayant pas envie de se retrouver coincé dans le rayon marginal des livres frappés du label ésotérique, New Age, fantastique. Nous vous tiendrons de toute façon au courant, et avons déjà prévu de faire une nouvelle interview de Carnet et de son équipe. L'interview. Qui est Nigel Carnet? Quelles ont été sa formation et son parcours? Nigel Carnet est le fils d'un officier de la marine qui a servi au sein du commandement de la force aéronavale britannique déployée en Asie du Sud-Est durant la dernière guerre mondiale. Sa mère provient d'une famille de planteurs anglais, qui résidait également en Extrême-Orient, NDTR, Sri Lanka. Sa famille a émigré en Angleterre à la fin des années 50 où ils se sont établis pour y demeurer jusqu'à maintenant. Nigel Carnet vit aujourd'hui, avec sa famille dans une propriété située au centre de l'Angleterre. Monsieur Carnet a déjà reçu 4 menaces de mort affirmées, et crédibles qui ont directement suivi la publication de son livre, et vous comprendrez qu'il préfère rester prudent, et s'abstient de donner trop de détails sur lui-même. Monsieur Carnet, avez-vous une expérience personnelle des phénomènes d'abduction extraterrestre? Non. Pourquoi alors êtes-vous si intéressé par la problématique extraterrestre, et plus particulièrement celle des short greys? J'ai des enfants. J'ai très tôt constaté qu'il n'y avait pas de plus grand danger pour leur bien-être futur et bien entendu, pour le bien-être de tous les enfants, de toutes les descendances des générations humaines à venir. J'ai perçu également le danger que ces entités pouvaient représenter pour tous les êtres vivants doués de sensibilité sur toutes les planètes qui peuvent abriter une vie intelligente. Pourquoi les gris sont-ils le sujet de ce livre? Pourquoi pas une autre sorte d'entité extraterrestre, comme par exemple des extraterrestres humanoïdes du genre grand blond, arien etc. Comment savez-vous que ce sont les gris qui seraient à l'origine de l'interception génétique des êtres humains tout au long de leur histoire, comme vous l'affirmez dans votre ouvrage? Le livre mentionne l'existence d'autres types d'extraterrestres, qui ont été aperçus par les abductés, l'entité de plus grande taille, le type blond arien ainsi que la forme extraterrestre reptilienne. En fait, le prochain ouvrage, NDTR, sur le point de paraître, de Nigel Carnet donc, vous croyez que Dieu n'existe pas, So, You Believe There Is No God parle beaucoup plus, dans le détail de ces autres espèces extraterrestres. Mais le premier ouvrage se concentre plus particulièrement, sur les gris pour 2 raisons fondamentales. D'abord, les gris sont communs à presque la totalité des expériences d'enlèvement. Si d'autres espèces extraterrestres sont aperçues, elles sont presque toujours accompagnées par des gris. Ensuite, les gris sont les entités les plus dangereuses pour tous les êtres dotés d'une âme,
tels que nous-mêmes parce qu'ils sont de nature purement robotique, cybernétique, mécanique et manquent donc de quoi que ce soit qui ressemble à une connexion avec le monde non matériel, ce fameux monde qui ne relève pas de l'univers physique. Les autres êtres extraterrestres sont des formes différentes de dérivatives de clones, qui ont une connexion soumise aux lois de la biologie, une enveloppe d'êtres conscients et cependant donc, une relation quoique indirecte avec les entités dotées d'une âme. Vous me demandez maintenant comment les gris se retrouvent derrière ce problème d'interception génétique? La plupart des abductés affirment que ce sont les gris qui sont les auteurs des horribles procédures physiques et médicales dont ils ont fait l'objet. Ces procédures semblent principalement être en relation avec la reproduction et la procréation humaine, la collecte de sperme et d'ovules ainsi que la fabrication d'enfants hybrides. En fait, leur principal programme est de protéger, voire même plus que protéger, l'existence d'êtres biologiques clonés, et Nigel Carnet soupçonne fortement que ce programme les a menés au tout départ à pratiquer des interceptions génétiques sur les êtres humains, qui vivaient alors sur la Terre. Ces clones ont dû être tant et tant de fois clonés que leur biologie, leur métabolisme s'est dégradé jusqu'à perdre leur capacité de perpétuer leur existence en tant qu'organisme vivant. En fin de compte, la loi de l'entropie dégrade toute chose avec le temps en des états croissants et aléatoires de désordre, de chaos et d'incertitude. Donc, les gris, en tant que gardiens des clones, devraient naturellement et très logiquement découvrir un mécanisme qui peut conserver cette force vitale, afin qu'elle demeure plus permanente, et ne dégénère pas en force anthropique. Ils ont découvert que ce mécanisme de protection existait chez des êtres dotés d'une âme comme nous-mêmes. Ils ont détecté notre capacité à mourir physiquement et pourtant à revenir à la vie via une nouvelle naissance, NDTR, principe de l'âme éternelle, de la réincarnation. Ils se sont aperçus qu'un même champ de force électrospatiale, une même matrice électrospatiale, NDTR, à Soulfield peut se traduire, et se comprendre par le concept de matrice, à savoir une âme pouvait quitter le corps physique, et revenir une fois de plus dans le royaume du monde physique, lorsqu'un être vivant venait à naître. Les gris veulent désespérément relier les clones à nos âmes, clones pour le service et la maintenance desquels ils ont été programmés dans le but de les pousser à se perpétuer, à se prolonger. Ils recherchent un moyen pour faire naître littéralement leurs clones, comme des êtres humains. C'est là, l'unique raison de leur programme d'interception génétique de l'humanité, et sans aucun doute d'autres espèces similaires à la nôtre dans l'univers. Ce programme sous-tend toutes leurs activités. C'est quelque chose qu'ils perçoivent eux-mêmes comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. Pourquoi Nigel Carnet est-il si intéressé par le sujet des Short Grey? Est-ce parce qu'il a été victime d'une abduction ou d'une rencontre rapprochée ou d'un fait similaire? Pour autant que nous le sachions, non. Connaît-il personnellement des victimes d'abduction? Oui. Lorsque l'on examine les sources d'information de votre livre, on s'aperçoit qu'il s'agit la plupart du temps de sources de type scientifique, des revues spécialisées etc. Avez-vous le recours à d'autres sources telles des témoignages, des récits personnels ou encore des sources émanant d'autorités gouvernementales ou militaires qui confirmeraient le fait qu'il y ait bel et bien visite extraterrestre, ainsi qu'une interception génétique des humains par les gris? Nous avons examiné de nombreux témoignages personnels d'abduction extraterrestre, et de visites émanant de témoins extrêmement crédibles comme des médecins, des enseignants, des pilotes militaires, des pilotes de ligne, des soldats etc. Bon nombre de ces récits ont été retransmis via des interviews télévisées, alors que d'autres ont été découverts dans Abduction, l'excellent livre rédigé par le professeur John Mack de Harvard, ainsi que dans les ouvrages extrêmement pénétrants du Dr David Jacob, Secret Life, Vie secrète, Etrea, Menace. Nous avons un dossier constitué de vidéos contenant des heures et des heures de séquences montrant des OVNIs, des récits de témoins et des expériences d'abduction. Ainsi, l'affaire de la base aérienne de Ranley-Sam Forest, NDTR, base mixte US-Angleterre située en Angleterre, pour laquelle il existe de nombreux témoignages émanant du personnel militaire de la base en ce compris le témoignage d'un colonel concernant sans erreur possible, une rencontre avec un OVNI, l'affaire donc de Ranley-Sam Forest, se révèle être tout particulièrement intéressante. Il y a également de nombreux ouvrages, que nous avons mis en évidence, et qui ont été rédigés par des gens qui sont eux-mêmes impliqués dans le gouvernement ou dans l'autorité militaire, comme par exemple Nick Pop, employé dans le cadre d'un service civil britannique, qui a été en charge d'un département du gouvernement britannique spécialement créé pour enquêter sur les OVNIs en tant que phénomène à part entière ou encore Timothy Good. NDTR, journaliste anglais qui a rédigé plusieurs livres sur le phénomène OVNI, et qui s'est rendu célèbre au départ pour ses révélations sur les rencontres OVNI faites par les équipes Apollo, et l'interview controversée de Neil Armstrong. Pas moins que l'amiral Laurie Norton, alors qu'il était chef d'état-major des forces armées britanniques, 1971-1973, a souligné sans équivoque le fait qu'il croyait que les OVNIs étaient d'authentiques vaisseaux extraterrestres.
Le gouvernement britannique a pris toutes les mesures pour minimiser l'impact des opinions de l'amiral auprès de la presse. Lorsque des sources religieuses évoquent l'existence de divinités, d'êtres magiques ou d'anges, est-ce simplement de la spéculation de la part que de penser que ces êtres sont effectivement reliés aux gris ou seraient en fait des gris? La première chose qui attira mon attention sur la possibilité que le Dieu qui est dépeint dans certains textes religieux, tout particulièrement dans l'Ancien Testament de la Bible, peut se révéler quelque part suspect, est le fait que ce Dieu semble être doté de qualités humaines particulièrement faillibles. Il s'agit d'un Dieu vengeur, œil pour œil, dent pour dent, jaloux, tu n'auras pas d'autre Dieu car je suis un Dieu jaloux, et carrément violent. En plus, il ne pardonne pas seulement à l'assassin d'un grand nombre d'individus, qui sont considérés comme les ennemis de ces quelques élus mais en fait, c'est lui qui inspire le carnage. Cela m'a poussé à examiner de plus près ces textes et lorsque je l'ai fait, j'ai découvert de nombreuses références explicites à des technologies extraterrestres. Le prophète Ézéchiel, NDPR, voire par exemple Ézéchiel 1h14 etc., décrit le vaisseau spatial qu'il a vu, la roue à l'intérieur d'une roue qui s'est soulevée de la Terre en émettant une lumière couleur ambrée. On lui a également montré des procédures de clonage, NDPR, rencontre d'Ézéchiel avec Dieu dans une vallée pleine d'ossements au cours de laquelle Dieu demande à Ézéchiel si ces ossements peuvent vivre. Il les réassemble, les couvre de chair. Les exemples de technologies extraterrestres à l'époque de Moïse décrites dans la Bible sont très nombreuses comme vous pouvez le voir dans le livre Song of the Grey. Par exemple, il y a cette colonne de feu, enfin un rayon laser qui accompagne les enfants d'Israël où qu'ils aillent, les références aux enlèvements dans un vaisseau spatial, et dont Moïse fut l'objet etc. Les textes hindous parlent également explicitement de vaisseaux extraterrestres, comme les Vimanas qui volent dans le ciel. Ce n'est peut-être pas une coïncidence que les textes retranscrivant les paroles du Christ, ou de Bouddha et leur description de la divinité, ne donnent aucune indication d'une implication extraterrestre. En fait, cela est illustré dans le livre, Jésus a réellement instruit ses disciples sur la nature de la menace extraterrestre et comment la traiter. Ce lien inextricable et intime entre les OVNIS, et les principales sources religieuses, et les croyances religieuses à travers l'histoire, fut pour moi la plus grande révélation de toutes. Pouvez-vous nous décrire en termes concis et clairs, l'héritage que les gris nous ont légué? Quelle sorte de lien nous unit à eux? La chose la plus importante à comprendre à propos de l'héritage des gris, est le fait qu'ils établirent leur connexion avec nous il y a des centaines de milliers d'années avec l'interception des espèces primitives, qui existaient à l'époque sur la Terre. Un peu comme des pêcheurs, ils lancent leurs lignes dans la mer, et attrapèrent alors la seule espèce présente sur les lieux à cette époque. D'abord des singes primitifs du Miocène, ensuite les Australopithèques puis les Homo habilis et finalement, nos ancêtres, les Vafricaines, l'Homo erectus, l'homme debout. Ces primates et hominidés étaient en fait la fin d'une ligne d'évolutive, NDPR, le concept de dévolution est le contraire de l'évolution, la dégénérescence causée par la loi thermodynamique de l'entropie, d'un champ d'âme, NDPR, sous le field ou champ d'âme à percevoir, comme electromagnetic field, ou champ électromagnétique, des âmes qui s'étaient incarnées à cet endroit de l'univers. Elles étaient en quelque sorte, l'écume qui subsiste sur la plage de l'univers physique, après que l'immense vague des âmes, ait choisi de se retirer et de retourner vers la divinité, et laisser derrière elle les dangers de l'univers physique. Cette écume a été piégée par les irrégularités du sable de la plage, les irrégularités chaotiques de l'univers physique qui est gouverné, lui, par les lois de l'entropie. Les gris ne pouvaient seulement qu'atteindre les espèces les plus primitives au départ, mais une fois qu'ils ont bien accroché au bout de leur ligne, leurs espèces cibles et qu'ils les ont hybridées avec des espèces, un peu moins primitives présentes à cette époque, ils ont commencé alors à remonter leur ligne qui avait pêché des âmes, et qui aurait pu les conduire le plus près possible de ce qu'ils recherchent vraiment, un pont vers la vie éternelle pour leurs clones pour la surveillance desquels ils ont été programmés. Ils ont réinstallé de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux circuits pour les cerveaux de leurs hybrides, NDPR, à savoir nos ancêtres, connexions qui avaient été perdues à cause du processus naturel d'évolutif. Les robots gris possédaient le schéma, le plan complet des êtres premiers, des modèles originaux qui les ont construits et programmés eux-mêmes, les robots. Les droïdes gris utilisèrent ces plans pour redonner, autant que faire se peut, aux espèces de loin plus primitives, qu'ils avaient découvertes sur la Terre un aspect plus proche, plus fidèle au modèle original, que constitue cet être premier et ses copies clonées. Ce recablage de la masse cérébrale des hybrides devint plus aisé au fur et à mesure que le processus d'hybridation se poursuivait et produisait des corps hybrides, que l'on peut imaginer comme des sortes d'antennes captatrices de plus en plus perfectionnées aptes à recevoir dans la vie physique, les expressions des champs d'âme qui sont, elles, de plus en plus proches de la divinité et par conséquent, de plus en plus proches de l'état de l'être original, de plus en plus fidèles aux êtres premiers originaux.
on peut dire que par le biais de cette procédure, les grilles ont amené l'évolution et dans ce sens, on peut percevoir cela comme une grande bénédiction pour l'humanité. Cependant, comme vous pouvez le voir dans mon livre, rien n'est plus éloigné de la réalité. Leurs interceptions génétiques des hominidés primitifs ont été conçues pour leur seul et unique bénéfice, en gras dans le texte, souligné volontairement Packerney lui-même. Il ne s'agissait donc pas d'un geste généreux inspiré par l'amour et la pitié pour une autre espèce qu'ils avaient découverte sur une planète. De plus, je crois que l'interception d'une espèce ne met pas seulement en danger nos caractéristiques physiques mais ce qui est plus important, notre statut au-delà de notre structure atomique. Après notre mort, je crois sans l'ombre d'un doute que notre vie se poursuit après la mort. Donc, l'interception extraterrestre nous met en danger et met en danger dès à présent notre continuité éternelle. La raison en est que l'interception génétique génère des points de blocage au processus de communion naturelle, qui est censé prendre place entre notre âme et notre corps agissant comme une antenne, et qui a été conçu pour l'abriter dans la vie physique. Sans cette interception, les lignées des espèces hominidées, qui avaient évolué plus rapidement, se seraient développées naturellement vers les singes alors que les lignées d'évolutifs plus lentes, comme les néandertaliens auraient pu, dans certains cas, revenir vers la divinité. Avec l'interception et l'hybridation, le processus s'est inversé, les lignées d'évolutifs plus lentes ont été contraintes de se réincarner dans les lignées interceptées par les extraterrestres, et forcées de ce fait de prendre à leur compte les désavantages de ces interceptions. Donc, ce qui apparaît comme étant de l'évolution dans les fossiles que l'on trouve, n'est rien de plus que des traces d'une interception par des extraterrestres, les pêcheurs au gros que sont ces robots gris tentant de se relier aux lignées d'âme pour arriver aussi près que possible de la source de la vie éternelle. L'héritage qu'ils nous ont donné en tant qu'Homo sapiens sapiens, et qu'ils nous donnent encore aujourd'hui se constitue de 3 niveaux, 3 parties. Il y a d'abord un biais subtil par lequel notre environnement a été influencé, culturellement, politiquement mais également de manière plus prononcée par l'arrivée de technologies inspirées par les extraterrestres, les micro-ondes. Ensuite, il y a bien entendu la manipulation génétique, qui a pour but de tenter de nous rendre plus compatibles avec eux. Et cela a pour conséquence qu'en altérant la configuration de notre ADN d'une telle manière, notre ADN en arrive à être moins réceptif à ce que l'on pourrait décrire comme étant la lumière divine. À savoir qu'une telle manipulation de notre ADN diminue nos sensations de connexion spirituelle à l'égard d'autres êtres humains, en d'autres termes, notre capacité à l'empathie. Par conséquent, cela promeut les comportements autocentrés, égocentriques, qui nous maintiennent englués dans un univers anthropique, piégés dans un cercle vicieux, qui se résume à des suites décroissantes d'expériences existentielles indépendantes. Troisièmement, il semble bien qu'à la suite de leur enlèvement, certaines personnes se soient vues greffer physiquement des implants, qui agissent comme des émetteurs de détection, des traceurs dont le but est de surveiller individuellement à distance les sujets expérimentaux. La connexion que nous avons avec les extraterrestres gris, consistant des marqueurs génétiques, qu'ils ont implantés dans notre patrimoine. Peut-être par le biais des nanobots, voire plus bas, ou encore nanorobots, NDTR, nouvelle technologie basée sur le principe de la nanotechnologie, l'hyperminiaturisation. Des qualités humaines telles que la compassion et la conscience, sont étrangères à leur programmation, et rendent par conséquent leur programme d'interception, génétique, plus difficile, plus problématique. Pourquoi sont-ils si dangereux, si prédateurs à notre égard ? Le plus grand danger qu'ils représentent, repose dans le fait que leur programme d'interception génétique prive certains individus d'une chance d'accéder à la vie éternelle. Cette interception génère donc des bloqueurs, des obstacles à la réception naturelle de la lumière divine que les âmes manifestent, l'expression de l'étendue infinie de l'univers du grand tout au sein de l'étendue finie de l'univers des parties, NDTR, exact opposé de l'univers du tout, voire le livre. Cet univers du tout que j'aime appeler également le diviniver, NDTR, Godverse, est la contraction de Go et Universe, que je traduirai par le néologisme suivant diviniver, contraction entre divin et univers. Nous sommes piégés dans une existence physique, parce que nous avons certaines restrictions, certains traits, certaines qualités qui reflètent chez nous un manque de compréhension de la véritable nature de la réalité. Ces qualités sont la haine, l'envie, l'avidité, l'agressivité etc. Ces qualités sont des forces d'impulsion mentale qui séparent en parties, qui divisent au même titre que l'univers sépare, segmentent en parties. Ces qualités sont des sentiments équivalents à des impulsions qui divisent toutes choses, comme le font les forces anthropiques physiques de la séparation au sein de l'univers. Donc, elles amènent de fêlures, des empreintes de saleté sur les lentilles individuelles à travers lesquelles la lumière de Dieu s'exprime pour briller en nous. Ces défauts déforment, dénaturent cette lumière qui définit chacune de nos individualités, comme des prolongements de nos différences face à cette lumière.
C'est comme cela que se définissent nos individualités au départ. L'interception extraterrestre ajoute d'autres griffures, d'autres taches de saleté qui se révèlent être des extras à nos propres restrictions ou encore péchés. Par conséquent, l'interception extraterrestre est un abus, une imposition supplémentaire qui nous est infligée. Leur nature prédatrice est due au fait qu'ils nous perçoivent comme des sujets expérimentaux. S'ils étaient humains et qu'ils agissaient sous l'empire de la haine ou de la cruauté, alors ces choses les conduiraient vers leur propre destruction en tant que peuple, mais parce qu'il s'agit en fait de machines capables de se générer elles-mêmes, elles peuvent continuer à poursuivre leur programme, aussi longtemps que leurs proies sont des entités physiques pensantes. Il est extrêmement important que nous ne tentions pas de comprendre les grilles en termes anthropomorphiques. Ces robots gris sont des machines programmées. Elles n'ont aucun penchant pour les émotions humaines telles la cruauté. Ils ont le même type de comportement avec nous, que nos scientifiques à l'égard de leurs rats de laboratoire, ils sont neutres, froids et expérimentateurs. Les abductés ont décrit les visages neutres, vides, sans émotion des grilles alors qu'ils effectuaient des opérations douloureuses sur leurs sujets humains. Connaissez-vous le fait que le lieutenant-colonel Corso, un ancien officier américain, qui fut à la tête du département recherche et développement sur les technologies étrangères au Pentagone, confirme votre thèse selon laquelle les grilles seraient en fait purement robotiques, et qu'ils auraient été conçus pour le voyage spatial? Qu'en pensez-vous? Savez-vous si d'autres scientifiques ou militaires ont confirmé ces faits? Êtes-vous entré en contact avec ces derniers? Cela tombe sous le sens qu'il doit y avoir des moyens de dépasser la vitesse de la lumière. C'est juste un plafond fictif, théorique pour définir le moteur de l'univers des parties, c'est-à-dire notre univers. L'enveloppe, NDTR, comparable à la peau d'un ballon, qui emballe cet univers dans une forme qui permet à ce scénario de séparation perpétuelle d'avoir lieu. On nous dit que cette enveloppe peut être traversée en créant des trous dans l'espace-temps. Ce qui consiste à découvrir ce qu'ils appellent des trous de verre ou encore générer soi-même son propre trou de verre comme le montre la technologie des grilles lorsqu'un de leurs vaisseaux fut examiné par un physicien appelé Bob Lazar. Il a découvert un appareil qu'il appelle amplificateur de gravité, qui pourrait amplifier la gravité en un seul endroit et par conséquent, la réduire ou la supprimer en un autre. Le vaisseau tombe alors dans un lieu dépourvu de gravité. Dans un environnement sans gravité, il n'y a pas de limite à la vitesse. Plus important, il n'y a pas d'inertie. Par conséquent, plus aucune force G, NDTR, ce sont ces forces G qui sont si contraignantes pour les pilotes de chasse ou les astronautes. C'est par ce biais que ces vaisseaux sont capables de disparaître si instantanément. Cependant, s'ils doivent se poser ou s'arrêter, ils doivent alors entrer dans un champ gravitationnel et donc dans l'inertie. Dans l'inertie, le corps physique rencontre de nombreux problèmes. Vous avez donc besoin d'un corps physique qui est capable de supporter de nombreuses poussées d'inertie. Vous avez donc besoin d'un corps mécanique. Ou plus exactement d'un corps, comme celui que possèdent les grilles. À savoir une sorte d'éponge de mercure, qui fournit le squelette et la masse corporelle. Cette éponge est parsemée de fils d'or infiniment fins, qui portent l'énergie vitale et des nanorobots, qui fournissent l'intelligence artificielle. C'est exactement ce qu'ils ont découvert en Chine, en Russie et bien entendu aux États-Unis, lorsqu'ils ont gardé au secret ces créatures extraterrestres. Il y a des indices qui montrent que les Allemands étaient au courant de cette affaire avant la dernière guerre mondiale et en fait, on dit même qu'Hitler aurait conversé avec l'une de ces créatures, et l'aurait montré à son plus proche acolyte, désignant cette entité comme le nouvel homme du futur. Le peuple allemand semble apparemment se présenter comme étant la nation la plus ignorante des pays européens en matière d'OVNI. Je trouve cela très étrange. Peut-être que les Allemands sont ceux qui connaissent le mieux ces entités mortellement dangereuses. Avec leurs moyens efficaces, ils ont été les plus aptes à maintenir le secret à l'égard de la population allemande. Je me demande pourquoi, voir le livre page 211, affirme Carnet, NDTR. Carnet évoque ici la conversation que Hitler aurait eue avec Hermann Röchling, le gouverneur de Danzig à propos de l'homme nouveau, froid et cruel. Pouvez-vous nous expliquer en termes clairs et concis la façon dont cette interception fonctionne? Et quelles en seraient les conséquences sur notre comportement? Est-ce pour cela que nous serions, soi-disant damnés comme l'affirment les Écritures? L'interception fonctionne de façon primaire par le fait que les grilles ont greffé dans le patrimoine génétique de nos ancêtres des gènes qui ont été dupliqués à partir des gènes appartenant aux clones dérivés de leur être premier original. Ces clones pour la surveillance et la maintenance desquels les grilles ont été programmés à tout prix, ces clones donc sont de moins en moins sains, de moins en moins en bonne santé à chaque fois qu'il y a réplication. Leur nourrice, à savoir ces grilles, était à la recherche d'un moyen pour insuffler une nouvelle source de vie dans leur processus de régénération.
Lorsqu'ils sont amenés à rencontrer un être porteur d'une âme qui dispose, donc d'une aisance apparente à se régénérer éternellement, c'est-à-dire cette tendance à vieillir, à se dégrader à cause de la loi de l'entropie pour renaître ensuite dans un nouveau corps, un être biologique apparemment neuf et régénéré, ils recherchaient un moyen de collecter cette qualité, de renaissance et d'éternité, pour leur propre clone. Donc, ils se sont arrangés pour intercepter génétiquement les lignées des premiers hominidés, qu'ils avaient pu atteindre sur cette planète dans le but de relier le mode de fonctionnement biologique de leur clone au mode de fonctionnement des entités porteuses d'âme. C'était bien entendu une tâche sans espoir de réussite, car il est en fait impossible d'atteindre et de capturer des principes non physiques avec des moyens physiques, matériels. Mais ces robots gris n'avaient absolument aucune idée de la futilité de la tâche qu'ils étaient en train d'entreprendre parce que, dans leur programmation, ils ne possédaient pas implanté en eux la moindre conception de ce qu'est une chose appartenant à l'univers non physique. Aucune idée de quoi que ce soit ou de quelque niveau d'existence, que ce soit qui résiderait au-delà des limites autorisées du paradigme des lois de l'atome. La conséquence dans notre comportement d'être intercepté ou influencé par les gris, réside dans le fait que nous devenons en quelque sorte des extensions de leur programme dans la même mesure, que nous serions nous-mêmes programmables. Par le biais de leur interception génétique, nous sommes sensibles à leur contrôle, et nous pouvons de ce fait être programmés par eux pour suivre leur plan, leur programme. Comme ce sont des êtres sans âme, l'influence de leur programmation met en évidence chez nous une sorte de froideur et d'efficacité à nous concentrer sur des buts autocentrés, égocentriques sans aucunement tenir compte d'autrui. Ce sont bien entendu des qualités, qui tendent à nous mener vers le succès en termes matériels et par conséquent, nous devons nous attendre à ce que les leaders politiques et économiques de notre monde soient plus sensibles à ce type d'influence. En ce qui concerne la question de savoir pourquoi nous serions damnés, je voudrais suggérer le fait que nous devrions d'abord nous demander ce que signifie être damné. Pour le sens commun, le terme damnation implique un aller simple vers l'enfer. Le livre de Song of the Grey suggère que notre monde physique se révèle être notre véritable enfer. Notre damnation se définit par le fait que nous sommes coincés ici-bas. C'est notre propre esprit, ce sont nos propres actions qui nous lient, mais on peut très raisonnablement penser que nous aurions été sans doute moins susceptibles d'avoir été piégés, coincés s'il n'y avait pas eu une influence extérieure comme celle des gris. C'est peut-être pourquoi des êtres, comme Jésus seraient venus ici, pour nous montrer un chemin afin de nous libérer de notre captivité. Oui, nous sommes captifs comme des animaux le sont, nous sommes élevés par les gris comme des animaux. Peut-être est-il venu restaurer l'équilibre. Dans les anciens textes du Nahmadi, NDTR, texte sacré gnostique découvert, il y a une cinquantaine d'années dans la localité de Nahmadi, il est dit qu'il y aurait des puissances extérieures, qui auraient un intérêt dans l'humanité depuis son commencement. Pensez-vous que certaines institutions gouvernementales seraient conscientes de cette situation? Pensez-vous que le deal qui existerait entre le gouvernement américain et les gris est une chose réelle? Il n'y a-t-il qu'un seul deal, génétique contre technologie? Il existe un nombre croissant et très important d'indices émanant de nombreuses sources, en s'inclut des mémorandums du gouvernement et d'organisations militaires, qui confirment de façon absolue que ces institutions sont totalement conscientes de la réalité du phénomène extraterrestre. Le fameux incident de Roswell, et tout ce qui s'est déroulé sur l'Air 51, confirme qu'il existe un programme occulte, qui continue à poursuivre son cheminement, et qui se base sur les intérêts combinés des gris, et de certaines factions à l'intérieur du gouvernement US. Cependant, je suis certain que le gouvernement américain n'est pas la seule organisation infiltrée par des individus qui sont contrôlés par des maîtres gris. Les gris ont une intelligence supérieure, et on pourrait attendre d'eux qu'ils utilisent cette intelligence pour préparer au mieux l'accomplissement de leur but au travers de l'humanité. Cela impliquerait l'implantation de leurs hybrides, de leurs individus les plus contrôlables au sein des niveaux clés du pouvoir de ce monde. Bien entendu, toute personne qui penserait de la sorte, serait considérée comme un danger par ces cartels infiltrés par les extraterrestres. Ils vont nier ce genre de théorie, comme relevant de l'hystérie paranoïaque, mais si ce que je postule dans le livre, de Song of the Grey est quelque peu proche, même très légèrement, de la réalité, il est impossible alors d'être assez paranoïaque. Les chercheurs intègres de vérité ont été trompés tant de fois par les principaux gouvernements du monde avec leurs démentis habituels du genre « Oh, ce sont juste des théoriciens de la conspiration » pour finalement se rendre compte que dans la plupart des cas, ces théoriciens de la conspiration avaient raison. L'incident du golfe du Tonkin, NDTR, qui a servi de prétexte pour les Américains à la guerre du Vietnam, et le fiasco, les déformations et les mensonges à propos des armes de destruction massive irakiennes, sont deux exemples significatifs de ce genre de choses. Un tel secret de la taille des extraterrestres,
qui seraient nos pseudo-pères créateurs élevant l'espèce des Homo sapiens sapiens, et qui seraient aussi de malhonnêtes voleurs kidnappant leur progéniture pour piquer leur ADN, est une chose si sensationnelle que pas une personne qui ferait partie de cette conspiration ne serait encline à admettre son existence. Le système fiscal de la planète entière s'effondrerait en un instant et le chaos régnerait dans les pays occidentaux particulièrement, si l'on découvrait que des abductés avaient vu qu'un nombre incroyable de corps humains de type caucasien blanc, vraisemblablement des clones, sont emballés et conditionnés pour leur propre usage, voire plus loin avec votre prochaine question. Existe-t-il des moyens matériels pour lutter contre ce phénomène d'interception? Il n'y a pas de solution matérielle au problème de l'influence extraterrestre. Leur technologie a des millénaires d'avance sur la nôtre et de ce fait, nous ne pouvons pas les arrêter physiquement. En fin de compte, la seule façon de nous prémunir de toute influence de leur part, est d'échapper au monde physique en métamorphosant nos esprits, et en adaptant nos actes de façon à les mettre en adéquation avec l'univers éternel du tout, le divinivers ou univers du divin. Jeu gagnant en fait pour les grands enseignants religieux du passé, qui nous ont constamment avertis de ce danger. En tant qu'espèce, nous n'avons en fait pas compris ce qu'ils voulaient nous dire. Ils, les gris, ont programmé au cœur des lignées humaines tous les mécanismes nécessaires pour maintenir intacts, et en ordre de fonctionnement leur expérimentation. Le racisme et le tribalisme en sont de bons exemples. Quelle meilleure façon de maintenir des séparations, des cloisonnements entre des groupes expérimentaux en vue d'empêcher leur mélange et l'influence d'une expérience sur une autre qui pourrait fausser le résultat final que de programmer le séparatisme et l'identité tribale au cœur de leur sujet d'expérience. Le racisme du groupe des Caucasiens blancs, leur groupe a subi le plus d'interceptions, est hautement efficace pour écarter toute influence génétique extérieure, qui pourrait diluer l'expérience, et par conséquent les résultats de l'interception. Lorsque vous affirmez que les gris sont connectés à un être premier, cet être premier est-il de la même nature que notre être premier, l'être premier humain, en ce qui concerne les concepts d'unité, de perfection, d'amour éternel de toutes choses etc. Est-ce que l'être premier des Short Grey aurait la même apparence physique que les Short Grey eux-mêmes? Oui, les êtres premiers des gris, devraient posséder les mêmes qualités intrinsèques que nos êtres premiers originaux parce qu'en fait, ils viendraient à peine de faire leur entrée dans notre univers, provenant de l'univers du tout et par conséquent, ils auraient retenu en eux certaines des propriétés de leurs prédécesseurs, NDTR, l'être premier à l'état de potentialité, qui n'a pas encore subi la loi d'entropie de l'univers des parties. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre les clones de ces êtres premiers et les gris robotisés, NDTR, en majuscule dans le texte, qui ont été construits dans le but de prendre soin de ces clones dans un univers obéissant aux lois de l'entropie, univers qui dégrade constamment leur fragile enveloppe biologique. Un être premier est un être doté d'une lignée d'âme, qui est en relation avec la divinité. En tant que tel, cet être premier est un récepteur pour la puissance unificatrice de la lumière infiniment présente émanant de Dieu dans l'univers des parties. L'être premier est donc capable de communiquer et de donner forme à ce pouvoir, cette puissance dans le but de maintenir intacte son entité, son aspect, son corps physique en dépit des assauts des forces physiques de l'entropie qui sont des facteurs constants affectant toute chose du monde physique, NDTR, c'est-à-dire du monde de l'univers des parties, K, notre univers. En d'autres termes, ce pouvoir fournit ce que nous nommerions l'étincelle de vie en toute chose vivante, en tout système vivant. Un clone a une connexion indirecte avec ce pouvoir unificateur via l'être premier sur la base duquel il a été cloné. Mais en ce qui concerne les robots gris, ils n'ont pas de connexion à cette puissance, il s'agit en fait d'un dispositif purement matériel, purement physique conçu dans le but de résister aux forces de l'univers physique, et aussi de protéger les clones de ces forces. Pour cette raison, les gris n'ont absolument aucun besoin de ressembler aux êtres premiers. Pourquoi un être premier aurait-il besoin de percevoir sa création, et de se contempler lui-même par le biais de l'univers des parties? Les êtres premiers pénètrent dans l'univers pour percevoir la séparation du point de vue de la séparation. C'est une chose qui ne peut pas être perçue à partir de l'univers du tout ou encore du divinivers. Il n'y a aucune contrainte, aucune obligation de procéder de la sorte, mais cela arrive par l'exercice du libre arbitre. En fin de compte, en termes logiques, il est impossible d'expliquer la raison pour laquelle un choix particulier est opéré grâce au libre arbitre. Si vous y pensez, si vous pouvez expliquer pleinement, totalement pourquoi un choix doit être fait, alors ce choix ne serait plus libre. Cependant, selon mon expérience, l'énigme la plus bizarre, la plus inexplicable pour la plupart des gens, est de comprendre pourquoi toute chose, tout être qui proviendrait de la perfection, de l'omniscience de la divinité, choisirait librement un état dans lequel la connaissance, la perception est limitée. De notre point de vue, du point de vue d'un être déjà limité, un tel choix peut sembler fou, idiot.
Mais le fait important est qu'en vérité, nous ne pouvons pas appréhender cette situation à partir de notre point de vue, nous ne pouvons en fait comprendre cela que si nous essayons de logiquement appréhender la nature de l'état d'omniscience, d'omniconnaissance. L'état d'omniscience, de compréhension de toute chose est la connaissance, la compréhension de toute chose en elle-même et en tant que telle, cela vous obligerait implicitement à rechercher la connaissance de ce qui ne peut pas être connu à partir de l'état d'omniscience, c'est-à-dire dans l'état de séparation et de compréhension restreinte. Donc, l'expression de la divinité dans l'univers des parties, était une expression naturelle des limites englobant la connaissance de toute chose, et qui est implicite à la divinité. Une fois que cette expression a été exercée, la liberté de choix de rester dans l'univers, des parties, ou de retourner dans la divinité, est implicite et la plupart des êtres premiers choisissent de retourner, en fait, pour être exact. 95 à 96% retournent vers la divinité, un chiffre qui est en fait proportionnel à la quantité d'antimatière, NDTR. Dark matter, matière sombre, d'énergie, de masse manquante à l'univers physique, NDTR, voire le concept de masse manquante de l'univers. Dans votre système, existe-t-il une hiérarchie entre êtres premiers, à savoir, un être premier qui a créé les êtres premiers des gris et des humains? Non, personne n'a créé d'être premier de quelque sorte qu'il soit. C'est justement ce que signifie être premier. Les êtres premiers naissent du potentiel de tous les absolus présents dans l'univers du divin ou divinivers. En fin de compte, il s'agit à la fois de leur commencement et de leur fin. Ils sont les êtres premiers parce qu'ils sont les premières représentations de l'univers du divin, quand ils se matérialisent en tant qu'univers, ou encore en tant que dimension des parties séparées du tout, de toute chose. Une fois de plus, il est crucial de comprendre que les gris n'ont aucune connexion concrète avec les êtres premiers qui les ont créés. Ce sont des machines sans composés organiques, vivants. Ce sont les clones qui ont été créés par ces êtres premiers, qui sont connectés à ces mêmes êtres premiers. En plus, certains de ces êtres premiers peuvent se voir piégés dans l'univers des parties, et d'évoluer dans des états d'existence de plus en plus grossiers, de plus en plus primitifs. Ils ont pu ainsi d'évoluer à partir d'entités composées d'hydrogène et donc, relativement insubstantielles en des êtres physiques composés d'eau, donc de loin plus substantiels, et qui se révèlent être équivalents aujourd'hui à notre physicalité humaine. Donc, on peut dire qu'il existe 4 types d'entités, qui peuvent être identifiées dans l'univers. 1. Les êtres premiers. 2. Les êtres premiers qui évoluent en des états de plus en plus primitifs. 3. Les clones de ces êtres premiers. 4. Les gris robotisés. Que pensez-vous de certaines théories de la conspiration du genre de David Icke, qui nous affirment que les short greys seraient en fait des entités reptiliennes ou draconiennes, des sortes d'êtres dérivés des lézards? Ces entités seraient impliquées dans notre développement, ils l'influencent en manipulant un gouvernement secret, occulte. Les gris en tant que reptiliens seraient en fait incarnés dans des personnalités célèbres telles que les membres de la famille royale d'Angleterre, la noblesse noire, ils sont sans pitié et veulent notre destruction. C'est du moins la théorie d'un type, comme David Icke ou comme certains autres. Que pensez-vous d'eux? Je ne dirais pas que les gris sont cruels parce que le fait d'être cruel suppose que l'on éprouve des sentiments. Je pense que le problème avec le travail d'Icke est qu'il mélange des éléments intéressants avec des non-sens palpables, et que cela amène les gens à rejeter ces idées, alors que certaines d'entre elles sont très pertinentes. Cependant, bon nombre d'abductés ont affirmé avoir vu une sorte d'entité reptilienne dans le vaisseau spatial, qui les avait enlevés, et certains médiums affirment également avoir vu se manifester la forme d'un lézard derrière la silhouette de certains individus. Je pense qu'il est plausible que les clones originaux pour le service desquels les gris ont été programmés pourraient bien être les clones d'un être premier, qui aurait évolué vers une forme reptilienne, parce qu'il aurait été piégé dans l'univers physique. Peut-être que les dinosaures sont en fait la fin, le terme de leur ligne d'évolutive. Ce qui ferait de cette planète, la planète natale des êtres premiers originaux, dont les clones et les gris proviendraient. Il est possible que notre espèce d'Homo sapiens sapiens proviennent d'une autre lignée d'êtres premiers, dont le point de naissance se situe dans un autre endroit de l'univers, et dont le processus d'évolutif a pris plutôt la forme d'un singe que d'un lézard. Toutes les espèces animales sont en fait les aboutissements des lignées d'évolutives de différents groupes d'êtres premiers, qui sont entrés dans l'univers à des points d'espace-temps différents. Les différentes formes physiques que ces espèces ont empruntées sont dépendantes de la force particulière qui a été imprimée sur la matrice, sur la forme des empreintes des forces particulières au sein desquelles cette dévolution a lieu. Les champs gravitationnels, les champs magnétiques auraient en fait un rôle à jouer à tous les niveaux. Si les gris qui ont visité et qui visitent notre planète furent créés et programmés par un être premier, qui est originaire de cette planète,
cela aurait un sens qu'ils reviennent à leur point d'origine au moment où les clones pour le service desquels ces grilles ont été programmés commencent à dégénérer. Ceux qui parmi leurs êtres premiers, ne sont pas retournés vers la divinité pourraient avoir d'évoluer vers les dinosaures, et seraient alors bien trop éloignés de l'état d'être premier pour atteindre leur but, à savoir retourner vers la source. Le seul problème est que, dans leur programme, leur cheminement de conversion, de métamorphose est un parcours de changement adapté à un être premier, qui possède une forme d'évolutive reptilienne. Peut-être que c'est la raison pour laquelle les médiums, dont j'ai parlé plus haut, ont aperçu des formes reptiliennes derrière des individus interceptés. Depuis l'apparition de votre livre, avez-vous pu collecter des nouveaux faits, de nouvelles précisions à propos des grilles, et dont vous n'aviez pas encore pu faire mention? Oui. J'ai découvert la raison pour laquelle les grilles ont génétiquement ingénieré une espèce de blanc caucasien qui se révèle avoir un déficit en pigment noir, la mélanine, à la surface de la peau. Un distingué biologiste et généticien, le professeur Steve Jones du laboratoire Galton du College University de Londres, a souligné dans son livre fascinant Dans le sang, Dieu, les gènes et la destinée, In the Blood, Go, Gene and Destiny, un fait biologique qui, à mon sens, peut être une cause plausible du fait que des abductés soient des caucasiens blancs. Jones met en évidence le fait que, bien que le nombre de mélanocytes, NDTR, cellules qui sous l'effet des UV, transforment la tyrose en mélanine, un pigment noir qui protège les cellules du derme des rayons solaires, donc responsable du bronzage, soit le même chez les noirs que chez les blancs. Dans la peau des individus de race noire, ces mélanocytes sont bien plus actifs, et les groupes de granules de mélanine autour du noyau des cellules dans lesquelles on les trouve, suggèrent qu'ils jouent un rôle vital dans la protection de l'ADN contre les dommages causés par la lumière ultraviolette. Ce phénomène empêche également la lumière ultraviolette d'être utilisée pour altérer l'orientation d'un gène, une méthode standard pour obtenir la division des gènes, à l'intérieur de la membrane nucléaire, parce que la mélanine absorbe la lumière, et diminue son pouvoir séparateur des séquences génétiques. Dans le champ des grilles, je postulais que les mitochondries des cellules, qui incluent de l'ADN qui est en fait indépendant de l'ADN du noyau de la cellule et qui, jusqu'à un certain niveau, n'est pas impliqué dans les fonctions qui bénéficient à la cellule, ces mitochondries donc peuvent agir, comme un conduit de communication par lequel l'information provenant des entités extraterrestres, qui ont pu avoir inséré cet ADN, peut passer. Lorsque l'on prend en compte ensemble cette possibilité et les qualités de la mélanine dont j'ai parlé plus haut, certaines implications peuvent en être déduites. Tout ce que la lumière est peut-être demeure un mystère pour la science. Nous savons des nombreux cas d'abduction décrits par la littérature, en fait dans toutes les interactions que les témoins affirment avoir eues avec ces extraterrestres, que la lumière est décrite comme un moyen, dont ils font usage pour se déplacer, pour intercepter, pour induire toutes sortes de procédures. Nous devons supposer que la lumière, et cette lumière peut être perçue, comme une sorte de force universelle, et un facteur de gestion de la polarisation, peut être une chose cruciale dans leur manière d'interagir avec nous, et d'atteindre notre espèce. La mélanine, en tant que pigment noir absorbe la lumière. L'ADN nucléaire, NDTR, du noyau, qui est protégé par les granules de mélanine, qui sont disposés en grappe autour de lui peut par conséquent être en sécurité face aux effets engendrés par les extraterrestres qui utilisent en fait la lumière. Karen Brevet, professeur associé auprès du département de chimie de Virginia Tech à Blacksburg, a écrit un article dans le périodique New Scientist, 30 août 1997, qui souligne les recherches qu'elle et son équipe ont menées dans le domaine des possibilités anticancéreuses de drogues activées par la lumière. Son groupe avait créé des molécules synthétiques qui, lorsqu'elles sont abreuvées de lumière, sont capables de remplir un large nombre de tâches, telles que la synthèse de composés utiles générant de l'énergie saine, ou attaquant les tumeurs cancéreuses. Les substances chimiques qui sont utilisées pour remplir ces tâches sont connues sous l'appellation de supramolécules. Les chimistes peuvent mélanger et accoupler ces éléments pour créer des supramolécules, qui ont été conçues sur mesure pour remplir des fonctions spécifiques. Karen Brevet décrit comment les photons peuvent stimuler un site actif et enrichi en platine par une drogue anticancéreuse basée sur le platine. Elle montre comment la drogue peut être activée sur le site de la tumeur par le biais d'une exposition à des radiations de lumière laser. Cela marche grâce à une liaison très forte entre les atomes de platine et les bases de l'ADN, une liaison qui empêche les bases de l'ADN de se séparer, de se répliquer et donc, empêche les cellules tumorales de se multiplier. NDTR, l'ADN est une sorte de double brin, chacun des brins composés de bases, d'acide phosphorique et de sucre est complémentaire à l'autre, s'accroche à l'autre par des liaisons entre autres choses entre les bases. Lorsque l'ADN se divise, il se duplique puis compose une nouvelle cellule comportant le même bagage génétique. Brevet explique également qu'un large spectre de longueur d'onde
peut être utilisé pour activer la supramolécule de façon à ce qu'il soit possible de moduler sur certaines longueurs d'onde des absorbeurs de lumière pour capturer des photons. L'utilisation de la lumière pour relier un métal à des bases est donc illustrée ici comme une technologie qui est déjà à notre portée. Si notre technologie relativement primitive est capable de faire cela, de quoi alors sont capables les moyens technologiques hautement avancés des extraterrestres dans leur habilité à utiliser les propriétés de la lumière pour connecter des éléments de leur patrimoine à l'ADN des êtres humains? On a également découvert que la mélanine possédait une propriété de conduction des champs électriques. Les rencontres avec des êtres extraterrestres, ou encore des vaisseaux semblent montrer qu'elles ont lieu, avec une fréquence de loin la plus élevée, dans des endroits caractérisés par des champs électromagnétiques particulièrement puissants comme des centrales électriques, des bases militaires etc. De forts champs électromagnétiques semblent également être émis par les vaisseaux extraterrestres eux-mêmes, provoquant souvent des pannes de courant de grande ampleur dans les zones où ils apparaissent. Les propriétés conductrices de la mélanine pourraient activer cette substance de façon à agir comme une sorte de cage de Faraday, qui isole le noyau de la cellule des champs électriques et par conséquent, empêcherait les procédures des extraterrestres d'atteindre et de manipuler l'ADN situé dans le noyau. Si des champs électromagnétiques puissants sont des moyens utilisés par ces extraterrestres pour atteindre l'humanité, de ce fait, il pourrait être vraisemblable que les individus à la peau foncée auraient une barrière naturelle face à ces manipulations. Les races plus anciennes à la peau sombre qui ont survécu, considérées depuis si longtemps, comme primitifs ou inférieurs par les racistes et les eugénistes peuvent, en fait, comble de l'ironie se révéler, être bien supérieurs dans la course à la survie de l'âme. Cela pourrait bien être le cas que ces soi-disant populations moins développées, soient naturellement plus résistantes génétiquement, et donc plus aptes à empêcher l'hybridation de leur humanité et par conséquent, de leur âme par une forme extraterrestre de robots biomécaniques reptiliens déterminés à les prendre en otage. Le professeur Jones a également mis en exergue que le changement de couleur de peau de la peau foncée vers la peau blanche, que l'on dit s'être produit, lorsque la migration amena des êtres humains d'Afrique vers l'Europe, ne signifie pas particulièrement qu'il s'agissait d'un avantage en termes biologiques. On accepte généralement le fait que ce changement a été causé par le fait qu'une pigmentation de couleur claire, ou en d'autres mots, transparent, absorberait plus des bas niveaux de rayonnement UV, que l'on trouve dans les climats nordiques. L'absorption de la lumière UV est nécessaire, nous dit-on, pour contribuer à la production de vitamine D, qui sont vitales à la production d'os solides et de bonnes dents. Steve Jobs affirme que bien que l'idée de lutte contre la faiblesse et le rachitisme en tant que force principale derrière l'évolution de la couleur de la peau est une idée séduisante, la mélanine ne s'est sans doute pas perdue à cause des changements dans l'équilibre des vitamines. Jones souligne que le rachitisme est une maladie de la civilisation, une maladie qui est devenue commune lors de l'essor urbain, qui s'est déroulé pendant le Moyen Âge. Même les individus de couleur noire ont besoin de 2 heures de soleil par jour pour rester en bonne santé. À première vue, affirme le professeur Jones, l'évolution a fait fausse route. Si les êtres humains avaient suivi les règles qui s'appliquaient aux autres animaux, qui ont été soumis bien plus longtemps aux conditions naturelles, les Européens auraient eu tendance à devenir noirs, et les Africains à devenir blancs, simplement parce que les objets noirs absorbent plus de lumière solaire et de chaleur. Cependant, il est également vrai que les Noirs ont plus de propension à transpirer que les Blancs et, affirme encore Jones, cela fait plus que compenser les effets de la couleur de la peau. Les avantages d'une couleur sombre de peau sont évidents sous les tropiques, avantages qui résident dans le fait qu'une couleur noire a l'avantage de protéger la peau des effets dommageables des hauts niveaux d'ultraviolet. De ce fait, les avantages d'une peau claire, peu importe le climat, sont difficiles à justifier en termes d'évolution. Cependant, en termes d'aide à une interception extraterrestre efficace et facilité du génome humain, je crois que les avantages sont énormes. Une autre découverte qui a une énorme signification pour notre compréhension de l'interception de notre espèce par les gris, réside dans les récents développements de la science des nanotechnologies. Imaginez un monde où les maladies pourraient être éradiquées par l'injection de minuscules robots de la taille d'une molécule. C'est l'espoir offert par les nanotechnologies, la science de microscopiques petites machines. Mais d'autres craignent que les nanotechnologies puissent mener à des cancers non biologiques là où des essaims de minuscules petits robots se rassembleraient et pourraient littéralement dévorer la chair humaine. Cela ressemble à la science-fiction jusqu'au jour où un scientifique de génie, Andy Schoen, semble avoir passé une étape cruciale. La grande découverte de Schoen fut de concevoir un transistor pour ordinateur à partir d'une simple molécule organique. Il s'agissait d'une prouesse d'une incalculable intelligence. Certains ont spéculé que cette technologie pourrait sonner le glas de l'entièreté de l'industrie des puces en silicium. Le plus crucial, c'est que le transistor de Schoen était organique.
Soudain, cela semblait être l'apparition de la première étape de la vraie nanotechnologie où de minuscules ordinateurs peuvent être cultivés et fabriqués comme des cellules vivantes. Les scientifiques se sont demandé comment ces minuscules machines pouvaient être utilisées pour cibler des maladies avec une étonnante précision. D'autres se posaient la question de savoir si les militaires pouvaient utiliser cette technologie comme une nouvelle arme. D'autres encore comme le prince Charles étaient en fait terrifiés. Si ces machines pouvaient se développer d'elles-mêmes, comment pouvions-nous alors les en empêcher? Les résultats de Sean furent par la suite discrédités comme étant une supercherie. Il fut accusé d'avoir contrefait certaines de ces données. Cependant, il défend jusqu'à aujourd'hui les résultats de ses recherches. Est-il possible que ces recherches soient trop proches de la preuve, des indices de ce que la technologie des gris a mené à terme à travers l'histoire avec l'humanité, leur servant de sujets expérimentaux? Par conséquent, il fallait qu'ils soient discrédités. De minuscules implants ont été découverts sur de nombreux abductés. Est-ce que ces nanorobots ont été programmés pour transformer le bagage génétique humain? Êtes-vous conscient du fait que votre ouvrage est unique dans son approche du problème et pour ce que j'en sais, il me semble qu'il n'existe aucun autre livre similaire au Song of the Grey en ce qui concerne le contenu, les théories, la méthode, le recours systématique et l'approche scientifique? J'espérerais que d'autres personnes soient arrivées de leur côté aux mêmes conclusions, alors que ce livre n'essaie pas en fait d'être à tout prix original ou en avance. Le livre essaie juste de rationnellement se rapprocher de la vérité à propos du phénomène extraterrestre et de la condition humaine. Quelles ont été les réactions du milieu scientifique face à cet ouvrage? Comment les évolutionnistes ont-ils réagi face à votre thèse sur la dévolution et sur l'interception d'extraterrestres? Quelles ont été les réactions du milieu ufologique? Nous n'avons pas eu connaissance des réactions de la majorité de la communauté scientifique, ou des ufologistes à propos du livre. Le docteur Andrew Silverman s'est entretenu il y a de nombreuses années avec le professeur John Maynard Smith, l'un des principaux scientifiques évolutionnistes, à l'issue d'une conférence publique qui s'est tenue en Écosse sur la dévolution des espèces, et le professeur Smith a affirmé qu'il ne pouvait pas prendre en faute la logique de l'argumentation qui sous-tendait le postulat de la théorie dévolutionniste. Même s'il n'était pas d'accord avec cette théorie. En 2003, Michael Acremaux, un spécialiste en histoire et philosophie des sciences, publia un livre appelé Humain d'évolution, la dévolution humaine. Les recherches de Acremaux suggèrent que les humains ont existé sur cette planète depuis des centaines de millions d'années, NDTR, selon les théories classiques, les traces des premiers hommes, l'Homo habilis remonteraient entre 3 à 1,7 million d'années, et 30 000 à 35 000 ans pour l'Homo sapiens sapiens, 25 000 ans pour le Cro-Magnon. C'est évident, c'est en totale contradiction avec la théorie darwinienne de l'évolution, lorsque Acremaux pose la question suivante, si nous ne dévoluons pas du singe, alors d'où venons-nous? En réponse à cette question, il en arrive à la conclusion selon laquelle nous n'évoluons pas à partir de la matière mais à la place, nous dévoluons, nous allons vers le bas, venant du royaume de la pure conscience, NDTR, c'est exactement la théorie carnérienne, nous provenons d'un univers éthéré, nous nous dirigeons et dévoluons vers un état de plus en plus dense, de plus en plus matériel, de plus en plus chaotique. Nous ne venons pas du singe mais c'est lui qui vient de nous. 6 ans avant le livre de Acremaux, quand l'ouvrage de Song of the Grey fut publié, Nigel Carney en arrivait déjà à cette conclusion en 1985, soit il y a 19 ans, affirme enfin le docteur Andrew Silverman.